chers téléspectateurs de Télésud, vous suivez votre émission Tumulte qui reçoit deux historiens. Gaspard Lancy Coco, en plus d'être écrivain, essayiste, analyste politique, Gaspard Hubert écrit l'histoire. En face de lui, Hassim Boukambou, cinéaste, producteur, réalisateur, archiviste et documentaliste, et Hassim Image. Oui, l'image. Il montre l'histoire par l'image. Voici donc pour la présentation, sans plus tarder, Coco Lancy va nous dire pourquoi il est devenu essayiste, pourquoi l'Afrique est si importante que pour lui, au point de retracer l'histoire de l'esclavage du continent jusqu'à aller fouiller ce que sont devenues les vies africaines outre-Atlantique. Je me suis mis à écrire surtout dans des moments de doute, dans des moments où je ne savais plus où j'allais. Et il est un dicton qui dit que quand on ne sait pas où l'on va, on n'oublie pas d'où l'on vient. C'est pour cela que j'essaye toute ma vie de faire une sorte de rétrospective, de feedback pour essayer de savoir ce que nous sommes, quelles sont nos origines, nos racines, pour mieux se projeter vers le futur et maîtriser les présents. Ouais, mais vous n'allez pas nous dire que quand vous avez fait cette fouille, vous avez pu trouver l'origine de chaque Africain déporté en Amérique? Non, pas forcément. Globalement, on connaît les régions. Mais je voulais surtout, dans les Noirs illuminés, montrer que même dans des conditions difficiles, il y a eu des gens esclaves qui ont pu faire des choses extraordinaires et que nous devons nous inspirer de ça en étant libres et essayer de se projeter et d'aller plus loin, quoi, alors que nos aînés... Oui, mais dans ce cas, est-ce que vous soutenez l'initiative de l'UNESCO qui veut savoir si finalement Aboubakry II était réellement parti d'Afrique pour arriver aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas de matérialité, et que dans ce voyage-là, ça montrerait aux Américains, si ça s'avère, qu'il y a eu des hommes qui sont partis avant Christophe Colomb en homme libre, en diplomate, en homme d'affaires et en homme libre tout simplement. Mais il y a eu toujours des déplacements à un moment donné. Si quelqu'un s'est retrouvé à quelque part, c'est qu'il a fait un déplacement, c'est qu'il a voyagé. Si aujourd'hui l'Afrique se trouve là où il est, l'Amérique latine de l'autre, c'est qu'il y a eu à un moment donné une scission, puisque les planètes communiquaient. Il y a eu la dislocation du Gondwana. Voilà, donc quelque part, on vient de quelque part. Et si on part du principe que l'être humain est né en Afrique, mais comment elle s'est retrouvée à d'autres lieux du monde? Donc on est toujours parti de quelque part. Voilà. Alors, Hassim, oulala, du Congo au Fouta, c'est vos origines. Du royaume Congo au Bundu, c'est vos origines. Alors, vous avez pris sur vous de nous montrer toute cette Afrique en partant de ville en ville pour certains pays, et surtout, vous êtes intéressé par une trilogie à l'histoire de la Révolution jusqu'à la conférence nationale de votre pays, le Congo. Quelle en est l'inspiration? Pourquoi? Mais tout simplement, je suis parti du même constat que mon frère, c'est-à-dire que les Africains méconnaissent leur histoire et méconnaissent la géographie de leur continent. Pour moi, c'était important tout simplement de faire tous ces films-là pour à la fois faire connaître ces villes-là par les habitants eux-mêmes et également par les personnes qui s'intéressaient à ces villes-là. Et ensuite, faire connaître ces pays-là. Donc, on a fait un travail donc, sur Brazzaville, Bamako, Pointe-Noire, le Niger, le Bénin, etc. Et chemin faisant, on se dit qu'une fois qu'on a présenté la faune et la flore au public, il était important de s'intéresser à l'histoire. Et pour nous, c'était donc souhaitable de commencer par l'histoire du Congo, l'histoire de la révolution congolaise, puisque c'est l'histoire d'une révolution qui a eu lieu le 13, 14, 15 août 1963. C'était la première révolution contemporaine en Afrique. Et cette révolution va avoir un impact un peu partout, hein, au Mali, au Bénin, au Madagascar, dans la sous-région, l'Angola, dans le cadre de la guerre froide. Ça, c'était dans le cadre de la guerre froide. Mais tout récemment, vous avez voulu montrer l'histoire de la construction de la ville de Bamako, qui est une histoire aussi coloniale, tout comme la révolution, qui, sans l'implication exogène coloniale, n'aurait pas existé. Exactement, parce que c'était pour nous important de présenter ces villes d'un point de vue touristique, culturel et historique. Et pour que
les personnes qui ne connaissent pas cette histoire, parce que les anciens sont détenteurs d'un certain savoir, comme disait Ampateba, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et les vieillards ne sont pas toujours là pour raconter ces histoires-là. Donc nous, c'était important justement de pouvoir les immortaliser dans un film, dans un support visuel, audiovisuel, et qui permettent tout simplement à ce que ce support puisse voyager dans le temps. Donc c'était ça la démarche. Alors, vous êtes tous les deux prolifiques, hein? Assimi, jeune encore, 15 filmographies. Ah. Et vous, les livres n'en comptent pas. Une trentaine. Une certaine Sadio Kanté même a été citée dans un de vos livres et ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. C'est au moins en 2006. Mitterrand l'Africain, vous voulez Mitterrand, dire. Dans votre essai, livre-essai, Mitterrand l'Africain. Mais il y a, dans ce côté historique, on voit que vous n'êtes pas loin toujours à titiller la politique ou les hommes politiques de votre environnement. Que ce soit la politique, les hommes qui ont marqué la politique. Parce que vous écrivez sur aussi Cheikh Tall, qui est l'ancêtre de Assimi Tall. Assimi Tall que nous avons ici, qui naît pourtant au Congo. Mais alors, pourquoi cette dimension politique vous intéresse en tant qu'historien ? Je suis un auteur engagé, hein. Je suis d'obédience socialiste, mais avec une déclinaison bantou. Et donc si on on ne s'intéresse pas à la politique, c'est elle qui va façonner votre vie. Et on est censé savoir que l'histoire coloniale n'épargne pas non plus les relations avec l'Afrique et est à l'origine de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela, dans tout ce que j'écris, même dans des fictions, la politique a toujours sa place. Et plus récemment, d'ailleurs, j'ai écrit sur l'autopsie de la présence française en Afrique, avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et ce qui se passe à l'Est de la République démocratique, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a toujours une ingérence extérieure dans nos affaires intérieures. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de la politique aussi bien sur les plans national, régional et extra-continental. Alors, est-ce que les relations, dès que l'endogénité intervient, elle est douloureuse, tumultueuse, finalement? Non, je ne pense pas. Ce qui est important de toute façon, c'est que, comme il a dit, l'Afrique... Oui, mais quand il y a eu ce choc avec le colon, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour les Africains. Mais en même temps, je dis toujours à la plupart de nos compatriotes, à nos collègues africains, je dis, mais écoutez, la colonisation, en fin de compte, surtout dans la zone francophone, c'est 60 ans d'occupation effective du territoire. C'est rien. Et aujourd'hui, nous sommes à 64 ans d'indépendance ou de pseudo-indépendance. Donc nous sommes un peu à la croisée des chemins. Donc 60 ans d'occupation, oui, de la colonisation, oui. Bon, je pense que nous avons digéré tant bien que mal tous les apports issus de la colonisation. Et nous continuons à les digérer. Hein. Alors, Assimi est en train de nous dire qu'à 64 ans, 60 d'abord, contre 64, il y a 4 ans de plus et 4 ans de maturité extraordinaire de plus que les Africains devraient brandir plutôt que de se lamenter de cette présence qui n'a été qu'une parenthèse, en fait, dans la vie de l'Afrique. Exactement. C'est une parenthèse historique qui compte, qui a façonné, comme on dit, ce que nous sommes aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la plupart des Africains parlent anglais, français, portugais, etc. C'est une histoire récente, même si il y a des anciennes puissances coloniales qui étaient installées sur les côtes, comme le Portugal, en Angola, comme on dit la Hollande, comme on dit au Cap, de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Mais de manière effective, la colonisation s'est faite à la fin du 19e siècle. Et ce n'est pas parce que nous avons signé, enfin, soi-disant, on a partagé l'Afrique en 1885, lors d'une conférence de Berlin, mais c'est théorique. Donc ça n'éteint pas, ça ne forge pas dans la tête de l'Africain les frontières. Pas du tout, puisque d'autant plus que toutes ces personnes, une fois qu'ils sont réunis à Berlin en 1885, bon, il a fallu occuper le territoire. Il fallait se déplacer sur place. Et alors, sur place, il y a des résistances. Est-ce que Coco Lancy, est-ce que Hubert Gaspard soutient l'analyse de Assimi, qui est sénégalais par ses ancêtres d'un côté, mais il est congolais du royaume Congo, et ce royaume est revendiqué par les ressortissants aujourd'hui de l'Angola, de la RDC, du Congo Brazzaville et une partie du Gabon.
Est-ce que ce royaume-là a une vie qui continue jusqu'à présent, malgré la conférence de Berlin qui a fait qu'on est devenu des micro-États? Je suis moi-même un né Congo, donc descendant de Bas-Congo, donc je connais le royaume du Congo. Et d'autant plus qu'en République démocratique du Congo, au-delà de l'aspect administratif pur, il y a l'aspect coutumier. Et donc la coutume existe toujours, nous avons des chefs coutumiers et ces chefs coutumiers sont calqués en fonction des royaumes déjà existants. Dans l'absolu, ces royaumes existent toujours. Et d'ailleurs, si un jour on essaye de balkaniser des pays africains, on risque de ressusciter des royaumes. Mais en tout cas, au-delà des frontières étatiques établies lors de la conférence de Berlin, l'existence des frontières de ces royaumes existe toujours parmi les individus. Dans le Congo central, par exemple, les enfants de sexe féminin sont coutumièrement, traditionnellement enregistrés en Angola, où était le siège du royaume Congo. Donc notre royaume existe toujours dans la tête. On a essayé de saucissonner le pays physiquement, mais je pense que mentalement, dans l'esprit, ça a été un échec, puisque les gens ont continué à exister. Oui, c'est d'ailleurs une bonne chose que nous devons utiliser à bon escient pour essayer de régler nos problèmes régionaux du point de vue coutumier plutôt que du point de vue étatique. Et deuxièmement, j'abonde dans le sens de notre frère, c'est qu'au-delà de la colonisation, le moment est venu de prendre les taureaux par les cornes et non pas par la queue. Nous sommes maintenant suffisamment mûrs, je pense. Oui, cela vous a conduit à écrire sur les grandes figures africaines. Vous en avez répertorié comme personne une centaine sur lesquelles vous vous êtes... Dans beaucoup de femmes. Dans beaucoup de femmes d'ailleurs, les Timpa Vita, les reines qui ont eu les résistantes qui ont existé à travers l'histoire africaine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à mesure de nous dire que politiquement, socialement et même économiquement, il y a dégradation de la condition féminine par rapport à cette époque? Vous savez, quoi que l'on puisse dire, et dans n'importe quelle société, on n'ose même pas des fois l'avouer, la femme a toujours eu le pouvoir. Et d'ailleurs, vous connaissez l'expression, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Et ce n'est pas quelqu'un qui est de culture matriarcale qui pourra dire le contraire. Effectivement. Je pense que les femmes ont toujours influencé les relations étatiques. Quand bien même elles ne sont pas en avance, elles ont joué la politique de l'ombre. Ouais. C'est positivement machiavélique, je trouve. Positivement machiavélique, je vais retenir cette expression. Alors, Assimi, dans votre parcours, court et long, dense, est-ce que vous avez aussi titillé ou flirté dans le retraçage historique de vos œuvres, les femmes en Afrique, qui ont été et qu'on confine aujourd'hui à un petit rôle, alors que jusqu'à présent, effectivement, encore dans l'ombre, derrière le rideau, c'est elles qui sont présentes. Est-ce que vous en avez répertorié également? Oui, d'autant plus que dans ma trilogie des films révolutionnaires, commencée donc en 2013, nous l'avons terminée en 2023. Donc sur 10 ans, nous avons fait donc ce travail-là sur l'histoire contemporaine du Congo-Brazzaville, mais également de la sous-région, dans le cadre de la guerre froide, et de tout ce qui a été combat contre la résistance, contre la pénétration coloniale. Parmi les femmes, justement, que nous avons mis en lumière, ce sont les femmes qui, au lendemain de l'indépendance, déjà sont retrouvées en prison parce qu'elles ont demandé l'indépendance auprès de leurs aînés en 1958, quand De Gaulle proposait le fameux référendum pour la Ve République et la communauté française. Il y avait des femmes qui ont dit non, on veut l'indépendance, dont Alice Badiangana. Alice Badiangana qui, en 1960, le jour où on proclame l'indépendance, est en prison. Donc tous ceux qui voulaient l'indépendance en 1958 se retrouvent 2 ans plus tard en prison, et ce sont les autres qui la célèbrent. Cette femme-là, en 1963, donc 3 ans plus tard, elle fait partie des révolutionnaires. Donc, et c'est elle qui crée l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, qui est un peu RFC, l'Union, oui, où toutes les femmes étaient d'office là-dedans. Voilà, même moi, je me souviens, ma mère était néo-arrivante au Congo. Oui. Elle était de l'URFC. Elle allait prendre, encadrée par le parti, le mouvement en tout cas, l'Union, allait prendre des cours
à l'école qui se trouvait en face de chez nous, sous les lucioles, là, les lampes, les cours du soir, pour être instruite, pour avoir le niveau. Voilà. Alors qu'elle venait d'arriver au Congo et qu'elle n'avait même pas d'assises, mais il me semble que toutes les femmes devraient militer d'office au Congo dans cette union révolutionnaire des femmes du Congo. Et je les ai mis en lumière donc, dans cette trilogie-là. Ce sont ces femmes-là, en plus, qui ont créé aussi la tenue scolaire chez nous, Alice Badiangana et d'autres. Donc elles ont fait beaucoup de choses. Et puis les femmes, elles se sont, comme on dit, elles sont... Comment dire, elles ont tout simplement été à la hauteur des enjeux des indépendances. Je me souviens, oui. Là, ça me fait revenir beaucoup de souvenirs parce que je me rappelle toutes ces écoles de couture. L'école Timpavita qu'ils ont mis, et Timpavita était une résistance face aux colons d'ailleurs, l'école Timpavita qui était une école ménagère, qui apprenait à la femme de rentrer dans la vie avec un métier, coiffure, pâtisserie, couture et tout ça. Exactement. Et donc, beaucoup de femmes ont pu être des enseignantes aussi par rapport à cette école. Dont des premières dames, hein, pour ne pas en citer, il y a une première dame aussi qui est du Congo, qui est passée par cette école avec son certificat qui lui a permis d'être socialement Donc, moderne. Les femmes ont toujours participé. Oui, mais là, votre trilogie, il s'agit de trilogie révolutionnaire, est une trilogie. Ça se passe sur combien d'époques, combien de temps? Ça se passe sur plus de 110 ans d'histoire, puisque elle commence en 1880 pour se terminer en 1991 lors de la conférence nationale souveraine. Donc on a dressé une fresque, c'est un tableau de l'histoire, comme on dit, du Congo, mais également de la sous-région. Dans le cadre des guerres de pénétration coloniale, de résistance, également, comme on dit, avec les figures comme Simon Kimbangu, Mathieu qui ont émergé dans les années 20. Ensuite, comme on dit, qui sont les premiers pères de ce qu'on peut appeler des futures indépendances de l'Afrique, notamment dans cette sous-région. Les figures de Simon Kimbangu et d'André Grenard-Matsua. Ensuite, comme on dit, ce sont l'émergence des gens comme Jean-Félix Kaya, Jacques Pango, tout ça là pour le Congo-Brazzaville, qui vont réclamer très tôt, dès les années 40, l'indépendance, mais qui seront tout simplement entendus par les uns et les autres plus tard, donc 15 ans plus tard. Donc, c'est toutes ces personnes-là que nous avons voulu mettre en avant pour pouvoir relater non seulement ces faits historiques, mais également avec des archives photos, vidéos, films, mais qu'on puisse enfin les découvrir, qu'on puisse les entendre, qu'on puisse les voir, notamment pour le plus jeune public. Que ça ne reste pas en étape de légende dans les quartiers. Exactement. Mais que les gens comprennent la pertinence, la matérialité des mots qui ont peut-être forgé l'avenir de notre pays, qui sont sortis de là. Mais il y a alors, aussi donc, une grande dame congolaise de l'époque coloniale, la reine Ngalifuru. La reine Ngalifuru, oui. Oui, nous, on a grandi avec cette image de reine Ngalifuru qu'on n'a jamais vue, mais qui a toujours été dans l'imaginaire populaire. Hein. On a, la reine Ngalifuru, c'était notre enfance jusqu'à ce qu'on l'oublie. Et qu'elle devienne une légende mémorielle, alors qu'on ne l'a jamais vue. On n'a jamais entendu, mais on a toujours entendu parler d'elle. Le public a pu le découvrir, la découvrir dans le film de la trilogie révolutionnaire, dans Révolutionnaire la Genèse. Voilà. Il me semblerait même qu'elle avait été décorée par le général de Gaulle ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle a joué un rôle important. Important, voilà. Mais vous êtes Assim Tall et historien par image, vous c'est par l'écriture. Et je vois que vous avez aussi des similitudes, parce qu'à un moment, vous avez dans Mitterrand l'Africain, point d'interrogation, vous donnez une place importante à l'économie de l'Afrique en lien avec les relations avec la France. L'objectif même de la colonisation française, ça a été l'aspect économique. C'est d'ailleurs le père Bongo qui disait que la France est comme une voiture dont le carburant est l'Afrique. Ça veut tout dire, sinon à quoi ça servirait à la France de rester longtemps en Afrique si c'est pour perdre de l'argent et des hommes. C'est qu'il y a un intérêt économique derrière tout ça. Et d'aucuns ignorent que l'Afrique, même à partir d'aujourd'hui ou dès demain, c'est le marché mondial. Tout va se jouer du point de vue commerce en Afrique. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a des tiraillements ou le maintien, des tentatives de maintien du néocolonialisme. Parce que
Peut-être qu'il n'y a que les Africains qui l'ignorent, mais dans des pays occidentaux, dans des grandes puissances, on sait très bien que l'avenir est africain. Mais seuls les Africains ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça qu'il y a toujours cette tentative de déstabilisation du continent africain pour que le statu quo reste. Mais sinon... C'est pour cela qu'on veut aussi contrôler le ventre des femmes pour dire qu'il ne faut pas que l'Africain ait beaucoup d'enfants. Puisque la population, ça sera, la population c'est aussi une puissance... Voilà, dans la deuxième partie, nous allons évoquer cela dans la deuxième partie de notre émission. Chers téléspectateurs, on marque une pause pour vous retrouver dans très peu de temps. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Voici sur votre chaîne Télésud, Global Africa Télésud, même plateau, mêmes invités. Alors, cette fois-ci, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Ça sera certainement la partie la plus succulente, parce que les deux écrivains, l'un par l'écrit et l'autre par les images, vont nous dire quelle a été, avant les temps modernes, l'implication dans le développement du monde des Noirs. Tant en politique, en économie, en art, que dans la construction de nos armées. Parce que je pense qu'il y en a eu, et que nous, Africains ici, on connaissait Dessalines, on connaissait le roi Christophe, qui ont conduit aux indépendances dans les Antilles, dans les Amériques là-bas. Le premier pays indépendant noir, c'était bien sûr Haïti. Aujourd'hui, Coco Lancy, Gaspard Hubert, vous nous parlez de frère Angelo. Oui, Angelo Soliman est de son nom de naissance qui est né dans le royaume Kanem-Bornou. De son nom de naissance, Madi Maké, qui est né vers 1790, je pense, dans ces eaux-là, qui a été esclave, vendu et puis s'est retrouvé en Autriche. Et de là, il est devenu grand maître ou vénérable maître d'une des loges maçonniques, et c'est d'ailleurs lui qui a initié Mozart en franc-maçonnerie et qui a initié le papa de Léopold, le papa de Mozart, et on les retrouve dans l'enlèvement dans le sérail de Mozart sous le nom de Bassi Selim. Donc c'est référence à Soliman. Et Soliman a été le mari de la petite sœur. Quand vous circulez en Paris dans les boulevards des maréchaux, le boulevard Kellermann, le maréchal Kellermann, sa sœur était la femme de Soliman. Et il était connu Marie-Antoinette, il était vraiment très adulé dans la cour. D'ailleurs, l'abbé Grégoire, parlant de Soliman, disait qu'il maîtrisait plusieurs langues, dont le français, l'allemand, le latin, l'anglais. Et il était tellement célèbre et connu que quand il est décédé, et c'est là où, c'est pour ça que je parle de frère Angelo, c'est là où ses frères francs-maçons ont désossé son corps et l'ont exposé comme un animal dans une foire, tellement ils avaient la haine de ce monsieur, alors que de son vivant, il l'adulait. Alors voilà un esclave au XVIIIe siècle qui devient vénérable maître de la franc-maçonnerie autrichienne. Mais il n'y a pas que Soliman, il y a Hannibal, qui est aussi un esclave en provenance de la région vers le Cameroun. Alexandre Pouchkine, un grand écrivain russe qui s'est marié dans la noblesse russe, hein, d'ailleurs. Oui. Et même le père aussi s'est marié, Hannibal lui-même, était vraiment dans la bourgeoisie, la noblesse. Et la plupart des fortifications en Russie, c'est Hannibal qui est à l'origine des plans. Alors qu'il venait du Cameroun. Oui. Et sa sœur, on se souvient que sa sœur, à 9 ans à l'époque, se souvient d'avoir dit au revoir devant un bateau, donc sur les côtes africaines. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Mais là, vous me dites que
un Africain a contribué à la Révolution française? Parce que finalement, ce sont les francs-maçons qui obtiennent la Révolution française. Mais bien sûr, et parmi ces francs-maçons, si on va plus loin, il y a le général Dumas, il y a les chevaliers de Saint-Georges. C'était tous des francs-maçons, mais qui ont contribué à la grandeur de la France. Mais si on va plus loin, il y avait en Pologne le général Jablonowski, qui était le fils d'un esclave avec une bourgeoise aussi des polonaises. On l'appelait Murzynek. Même aujourd'hui, les Polonais, ils ont une comptine sur Murzynek, c'est-à-dire les nègres en polonais. Mais c'était un grand général qui a combattu de la même génération que Hannibal, Napoléon et lui. Donc ils étaient de la même génération, c'était des grands militaires. Alors Hassim, votre troisième œil, c'est-à-dire votre caméra, a détecté combien d'Africains, dans la période du 19e siècle, 18e, 19e siècle, qui ont contribué à l'essor du monde? Alors, disons que moi, comme j'ai travaillé sur la trilogie révolutionnaire, sur l'histoire vraiment liée aux résistances, j'ai plutôt mis la lumière sur les résistances de Mabia Manganga, Bwita Mbongo, toutes les personnes qui ont résisté à la pénétration coloniale. Donc, effectivement... Et qui ont voulu une Afrique libre. Qui ont voulu une Afrique libre, disons que... Donc, en se battant avec... Sur la terre de leurs ancêtres. Ouais. Parce que vous savez que chez nous, c'est très important. La terre, elle est liée avec notre ancestralité. Donc, on ne badine pas avec la terre des ancêtres. Donc, et c'est d'autant vrai que l'Africain bantou sacralise la terre parce que c'est la terre qui l'accueille de son vivant. Son vivant, la terre l'accueille par le cordon ombilical qui est enterré dans un endroit précis et donc la terre est sacralisée par l'avant-décès du vivant. Exactement. Donc pour ces personnes-là, effectivement, il ne faut pas accepter, comme on dit, que leur terre, la terre de leurs ancêtres soit occupée. Donc c'est pour cela ils ont résisté à la pénétration coloniale et plus tard, ils ont enseigné. Pour tous ceux qui ont survécu à ces événements, ils ont enseigné, ils ont transmis. Comme on dit chez nous, en Mbongi, l'arbre pas là. Le sens de la résilience. Le sens de la résilience et surtout, pardon, excusez-moi, je crois que je vais arrêter. Ah là là, excuse-moi. Ils ont enseigné le sens de la résistance. Excuse-moi, je crois que j'avais arrêté cette affaire-là. Attends, il faut... Attends, on va arrêter ça. Voilà, mais ce sont les ancêtres qui sont les ancêtres qui sont venus là. Donc je vais reprendre la question, il va couper cette partie-là. J'essaie d'éteindre là. Non, tu aurais pu mettre en mode avion tout simplement. Oui, moi c'est ce que je fais. Ah, bon, donc je... un montage, vous reprenez la partie et puis... Ok, bon. Donc je mets en mode avion. Voilà. Et là là. Et ce téléphone-là, vraiment là, trop de gadgets. Hein. Non, on va éteindre ça tout, c'est plus simple. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, moi. Parce que parfois, tu crois mettre ça en mode avion, mais. Et vous pouvez même pas s'arrêter aussi. Eh, Seigneur. 25. Il y a trop de codes. Ah, donc là, c'est bon. Ok. Ouais, là, c'est bon. Alors, donc, ces hommes-là ont donc enseigné la résistance qui a pu armer leurs descendants pour conquérir le monde et qu'aujourd'hui, ils déportent aussi le savoir acquis ailleurs pour leur pays. Exactement. Et c'est ça, justement, pour nous, ce qui est important, c'est la transmission, comme on dit, de l'information, de la sagesse et surtout, comme on dit, cette capacité qu'on nous a appris à être résilients. Et c'est ça qui fait aujourd'hui les Africains que nous sommes aujourd'hui, debout, fiers, dignes et puis qui continuons l'œuvre. Alors, vous travaillez en Afrique, vous venez chercher quoi en France qui arrange aussi l'Afrique? Disons que je fais comme tout le monde. Vous savez, comme on dit, le savoir, il est partout. Et donc, on cherche à l'acquérir partout. Donc, moi, effectivement, quand je quitte le Congo, principalement, quelle que soit la destination, c'est généralement tout simplement pour avoir de l'information, pour pouvoir échanger un savoir-faire également, notamment une certaine technicité. Donc, tous les peuples du monde se sont inspirés des uns des autres, hein, pour ne pas dire qu'on vole le savoir là où il est. Donc, et puis, comme on dit, on fait de ce savoir le nôtre,
en intégrant, comme on dit, nos valeurs, ce dont nous avons exactement besoin. Pour ne pas dire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on continue à digérer également les apports venus de l'extérieur. Donc c'est cet exercice auquel nous sommes livrés finalement en tant qu'Africains depuis plus de 64 ans. Et je pense que ça a été une accélération totale. On ne se rend même pas suffisamment compte de tout ce que l'Afrique contemporaine a eu à faire comme travail. En 64 ans, on a eu à digérer beaucoup de choses. Et nous continuons à digérer et puis à produire de nouvelles choses. En 74, un fait historique a marqué le monde, à partir de la RDC. Enfin, du Congo au Zaïre, qui devient la RDC, c'est-à-dire toutes ces personnalités, Myriam Makeba, qui arrive, George Foreman, Mohamed Ali, pour un combat historique. C'est-à-dire c'est l'Amérique des Noirs qui vient pour un événement qui va marquer l'histoire de l'Afrique en Afrique. Est-ce que ça aussi, ça contribue dans vos travaux Oui. cette chose-là qui a dynamisé, continue à dynamiser l'Afrique parce qu'il y a eu justement pénétration exogène et il y a un retour qui fait une mixité qui donne un retour positif peut-être, je ne sais pas comment vous allez le définir, à l'Afrique. Bah, je vois Don King, Mobutu, Foreman, Ali et tout le reste. Mais avant de revenir à ça, je veux dire par rapport à ce que vient de dire notre... Il y a un proverbe bantou qui dit que Nsinga minkasa mizingama, oka mizingiriko kamilendi ranako. C'est-à-dire la tige volubile du haricot s'enroule sur elle-même pour mieux produire. C'est qu'on part, on ramène ce qu'on a trouvé du bien ailleurs. Et d'ailleurs, l'intelligence est un bagage qu'on trouve dans les jardins d'autrui, et c'est en voyageant que l'on acquiert la sagesse. Oui, les 1974, je me vois en culotte courte, nous crions Ali Bomaye, Ali Bomaye. C'est devenu pour les Blancs Ali Boumier. Boumier, voilà. Ali Bomaye est devenu Ali Boumier. Et ça, c'était un exemple inespéré. Mobutu l'a tué et Don King avait fait quelque chose d'extraordinaire, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Ça aurait pu être la réunion de toute la diaspora noire où qu'on l'on soit. Il faudra qu'on puisse ressusciter cet esprit-là, que la communauté noire à travers le monde puisse commencer maintenant à faire des affaires ensemble, à communiquer au-delà de nos frontières étatiques. Et c'est d'ailleurs ce que nous devons faire aussi par rapport à l'Union européenne, enfin l'Union africaine, aller au-delà des frontières. Et vous ne constatez pas que la première société de transport transnational, c'était Air Afrique. Où est Air Afrique aujourd'hui? Où est Africa numéro 1 aujourd'hui, qui était une la autre radio première commune. unité continentale, c'était l'Union africaine. Les Européens ont fait l'Union, après nous, l'Union européenne. Et nous, l'Union africaine, on ne sait même pas à quoi elle sert. Donc nous avons inspiré beaucoup de choses, mais il n'y a pas eu de suivi, de rigueur dans toutes ces initiatives-là. Il va falloir que l'on puisse... travail d'arrache-pied, ces ressources sur nous-mêmes, sans nous enfermer dans les solipsismes, mais nous ressourcer parce que sans un arbre sans racines n'a pas d'avenir. Ce que évoque Gaspard Hubert a eu lieu avec l'avènement de Mandela, parce que lorsqu'il est libéré, le grand homme qui devient, il n'est pas n'importe qui dans l'histoire du monde aujourd'hui, il a fédéré tous les Noirs, ceux du continent et ceux de la diaspora. On a vu les Américains, tout le monde a convergé vers Mandela pour aller lui rendre sa grandeur. On a quelque peu eu ça. Hein. Après, je veux dire, certainement après cette réunion de la RDC, la suite était certainement l'avènement de Mandela. Oui, mais en même temps, il faut dire que toute cette génération, ce sont des gens qui sont battus pour recouvrir la souveraineté sur la terre de leurs ancêtres, les indépendances, ce qu'on a soi-disant appelé les indépendants. C'était recouvrir la terre sur leurs ancêtres. La terre, plutôt la souveraineté sur la terre de leurs ancêtres. Et donc ce combat qui a été mené depuis 1955, enfin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le premier pays à être indépendant, c'est en dehors de l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée, comme tout le monde sait, c'était le Ghana. Et le Ghana a inspiré tous les leaders, les Lumumba et etc. Par Nkrumah. Pour pousser voilà, par Nkrumah, pour pousser le cursus un peu plus loin. Donc, il était pour eux impératif que chaque pays africain soit indépendant. Et tout le monde a œuvré pour cela. Et la dernière bataille qu'il fallait remporter, c'était la fin du système de l'apartheid en Afrique du Sud. Et nous, enfants, au Congo, nous avons cotisé.
Donc le parti, à l'époque, les organisations de masse, comme on disait, la jeunesse, tous les parents ont cotisé pour pouvoir aider leurs frères de l'Afrique australe à se libérer du joug colonial européen. Donc Mandela, c'est la dernière personne à incarner tout cet élan, entre guillemets, indépendantiste. Et toute la souffrance subie et la résilience faite pour encore faire converger la diaspora en Afrique autour de lui. Et c'était un engagement des peuples, c'est un engagement des élites africaines, c'est un engagement aussi de la diaspora. Maintenant, il faut dire que malheureusement, nous assistons aujourd'hui, après Mandela, les enfants n'ont pas suivi, comme on dit. Les enfants n'ont pas suivi. C'est toujours ça. Comme a dit mon frère, on commence bien les choses, mais on a du mal à les perpétuer dans le temps. Bon, c'est peut-être l'histoire des peuples. Hein. Donc là, nous sommes peut-être dans une période creuse, mais il y a un véritable Roland également panafricain aujourd'hui. Donc tout le monde est soucieux de cet élan. Puisque vous parlez du panafricanisme et Paul Kagame est en train de détruire le panafricanisme en pillant les Congos pour des puissances extra-continentales. Oui, approuvé par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'est le panafricanisme qui est en train de mourir et Kagame rend un mauvais service à l'unité africaine. Mais je pense que de tout temps, il y a toujours eu des leaders qui n'ont pas joué le jeu, qui ont joué le jeu des intérêts égoïstes ou internes ou externes. À côté de cela, on a également aussi des leaders, toute confession, toute origine confondue, qui ont mouillé le maillot pour le panafricanisme et qui ont permis à ce qu'il y ait, comme on dit, ces victoires certaines aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut se balader d'un pays à l'autre en Afrique parce qu'il y a des gens qui ont œuvré pour cela. En Afrique de l'Ouest, c'est palpable. Donc en Afrique centrale, on a encore des pesanteurs sociologiques, voilà. Mais alors que l'Afrique australe montre un dynamisme, mais comme pas possible. On peut élire un président et le destituer parce qu'il a volé une allumette. Pourquoi? Ou pas, parce qu'il a fait outrage à un magistrat, on peut le condamner à la prison. Mais il faut voir dans quel pays d'Afrique la démocratie fonctionne un peu mieux. C'est dans des anciennes colonies anglophones. Et lusophones. Et lusophones. Et c'est là où vous voyez le néocolonialisme français, le paternalisme français qui est encore là pour diviser, pour mieux régner. Et donc c'est aux Africains de ne pas tomber dans le piège qu'on est en train de leur prendre. Et l'avenir du continent africain réside dans le panafricanisme. Si on ne peut pas encore... Panafricanisme de nos ancêtres où la solidarité africaine doit prévaloir, ou cette... parce qu'il y a du néo-panafricanisme aussi, où on ne voit pas de propositions et que les grands ensembles sont en train d'être disloqués, où on a vu par exemple pour le Sahel, alors que les jeunes meurent au front et qui n'ont pas, dont les enfants n'ont pas, les parents pleurent encore, que sans résultat, les colonels maliens deviennent des généraux avec beaucoup de leurs pères. Est-ce que c'est ce panafricanisme dont vous parlez? C'est qu'on veut dire d'abord, pour mieux réussir le panafricanisme, il faut que le régionalisme soit très très fort, de politique régionale. Et chaque région va finir par se toucher. Et c'est là où on aura la solidité du panafricanisme. Mais nous ne pouvons pas faire l'économie des unions douanières et d'une politique régionale forte. Sinon, on est mal barré. Merci beaucoup. On se retrouve pour la dernière partie de notre émission, Tumulte, sur Global Africa Télé Sud. Dans un instant, ça sera toujours avec les mêmes historiens, l'un de la plume et l'autre de la troisième œil. Du troisième œil. Du troisième œil. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah. Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. Bravo. J'ai tenu bon. Je suis fier de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Nous revoici sur le plateau de Tumulte sur Global Africa Télé Sud. Mêmes historiens, l'un de la plume et l'autre de la caméra. Assim, quelle perspective? L'Afrique
peut-elle encore apporter quelque chose pour elle-même, malgré tous les tumultes que nous voyons, et apporter encore au monde? Quelle sera, d'après vous, parce que votre carrière hein, est maillée, vous n'êtes pas resté que dans votre pays, vous êtes allé au Niger, au Congo, dans les villages, les villes, un peu partout, pour montrer le dynamisme par les révolutions africaines de ce continent-là. Est-ce que vous pensez que l'Afrique ne sera que celle vers qui, chez qui on viendra prendre, ou est-ce qu'elle aura à la longue quelque chose à offrir de dimension mondiale et qui puisse servir à sa descendance? Je dirais tout simplement que l'Afrique a quelque chose de formidable. C'est que l'Afrique a ce génie de pouvoir digérer tous les apports, siècle après siècle. Donc nous avons digéré l'islam, nous avons digéré toutes les religions importées. Voilà, et donc et on arrive, et puis nous avons digéré aussi des apports récents. Aujourd'hui, l'une des choses formidables, c'est que les Africains vous parlent 3-4 langues, chaque Africain. Donc c'est une force. Oui, d'ailleurs, on a détecté l'Académie africaine des langues basée à Bamako. Ouais. Un outil de l'Union africaine dit que les langues du colonisateur sont devenues des langues de l'Afrique à part entière. Exactement. Alors, vous savez, quand vous avez des habitants, des individus qui sont capables de parler 4 langues, c'est-à-dire qu'ils ont 4 cerveaux, comme on dit, ils ont une capacité d'appréhender le monde des différents concepts extérieurs comme internes. C'est une force. Mieux, par la culture, nos artistes nous avaient déjà montré le chemin. Les artistes ont joué une partition panafricaine avant l'heure. Les artistes ont chanté nos indépendances avant l'heure. Et aujourd'hui, ce que nous constatons de nouveau, après donc 60 ans à peu près, c'est l'émergence de toute cette culture mainstream africaine autour du Nigeria. Donc nous sommes en train d'apporter une touche spécifique au monde. Notre musique, elle est écoutée partout. Hier, c'était les folklores, ensuite musique du monde. Aujourd'hui, notre musique, elle est mainstream. Donc que ce soit la musique du Congo, que ce soit la musique du Nigeria, on l'écoute partout sur cette planète. Et nous avons une population majoritairement jeune qui va dicter le ton au reste de l'humanité. Donc ce n'est que quelque chose, comme on dit, c'est à juste titre. Parce que si nous sommes le berceau de l'humanité, c'est normal qu'on continue et on continuera toujours à dicter le temps à l'humanité. Alors, Gaspard Hubert, l'historien que vous êtes, s'est beaucoup intéressé aux peuples dispersés, à la dispersion des peuples noirs. Est-ce que maintenant qu'on peut les détecter à cause de l'avancée du monde, on peut savoir, on appelle d'abord les diasporas africaines la 6e région du monde, la 6e région du monde. Est-ce que vous avez détecté ou est-ce qu'il y aura un apport de ces dispersés-là, de cette diaspora, en faveur du continent mère, du continent père? Nous sommes à la croisée des chemins. Si demain, dans le domaine du commerce, les Français auront droit au chapitre, c'est parce que les plus grands pays francophones, c'est la République démocratique du Congo. Donc, à travers la richesse de ces pays... 100 millions sur moins de 400 millions. Voilà. Donc, le français sera parlé par ces Congolais-là et des Congolais de l'autre bord. Et donc, le français fera partie du langage, de la langue commerciale de demain. Deuxièmement, à travers le monde, on a beaucoup d'Africains qui ont pris des citoyennetés étrangères. Et compte tenu de la tension qui existe aujourd'hui entre l'Afrique et d'autres pays, ces pays-là passeront forcément par leurs citoyens originaires d'Afrique, des deux côtés, ouais, pour pouvoir renouer les choses. Donc, ils seront des diplomates, des médiateurs, des réconciliateurs. Voilà. Et troisièmement, les technologies de demain se trouvent en Afrique. Non, les minerais des technologies de demain se trouvent en Afrique. Il est temps pour que les dirigeants africains qui ont besoin d'une certaine technologie avancée des pays occidentaux conditionnent les échanges commerciaux sur le transfert des techniques et des technologies pour que tout le monde se retrouve et qu'il y ait des gagnants-gagnants. Voilà ce que l'Afrique pourra demain apporter à l'humanité. Et il y a aussi l'ozone à travers le bassin du Congo. Donc, c'est aussi l'avenir des Européens, des Asiatiques et des Américains qui est en jeu. Donc... Justement, Assimi a travaillé à montrer la faune, la flore de l'Afrique au monde.
est-ce que la question climatique, justement, qui a pris certainement une grande partie de vos œuvres, sera l'enjeu qui fera que l'Afrique prenne sa part ou donne sa part au monde? Nous avons la chance d'avoir le continent le moins pollué au monde. Parce que nous n'avons pas justement produit toutes ces industries polluantes. Donc nous allons inventer de nouvelles choses par la force des choses. C'est pour ça que tout le monde a les regards braqués sur nous. Et nous avons aussi le continent le mieux préservé au monde, par sa forêt, son bassin du Congo et autres. Donc, et nous avons... J'avoue que la vie aérienne de la forêt du Mayombe est extraordinaire. Et je veux dire au monde que si vous avez une forêt dans le monde où lorsque vous rentrez à peine 1 mètre, vous avez besoin d'une torche à midi, c'est cette forêt-là, tant elle est dense. Et que vous allez côtoyer des peuples entourés d'eau, les autochtones qu'on appelait les pygmées, mais qui ne vont pas utiliser plus d'eau qu'ils n'en ont besoin. Qui utilisent des animaux, mais qui ne vont pas tuer plus d'animaux qu'ils n'en ont besoin. Voilà des leçons, je crois qu'on peut... Et puis leurs huttes ne sont pas construites en coupant des arbres, parce qu'ils prennent des arbres ligneux qui poussent, mais le même jour ou dans la même semaine, peut-être 3 fois plus qu'on en a coupé. Voilà un peu... désolé de vous avoir coupé, mais je voulais mettre cette assertion à la disposition de ceux qui ne connaissent pas les richesses de cette forêt africaine jusqu'à présent. Et que les singes servent à préserver cette forêt parce que c'est eux qui mangent les fruits dont les graines sont déjectées pour encore entretenir cette forêt. Et je rajouterais que toutes les industries pharmaceutiques du monde sillonnent nos forêts en envoyant des chercheurs. Donc, nous sommes bien le réservoir de l'avenir de l'humanité. Donc, je pense que l'avenir nous appartient tout simplement. Il faut en être conscient. Il faut que, comme disait mon frère tout à l'heure, il faut que nos dirigeants à la fois politiques, nos dirigeants à la fois de nos hommes d'affaires et nos chercheurs, tout simplement relèvent le défi. Certains l'ont relevé en ayant travaillé, comme on dit, en allant plutôt travailler sur d'autres continents, dans d'autres pays, dans d'autres puissances. Et ils ont œuvré à la richesse de ces pays d'adoption. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps tout simplement par un effet d'ascenseur, tout simplement, de remettre au continent le maximum de choses qu'ils ont pu apprendre ailleurs. Et je pense que ce travail sur le terrain, avec une population majoritairement jeune, qui a soif d'apprendre, écoutez, moi, tous les jours, quand je sors de chez moi, de la ferme, chez moi à Kinkembo, vous voyez des enfants qui vous inventent des voitures, qui vous inventent, comme on dit, même des téléphones portables, avec des outils de vélos-là, on met une manche pour conduire, ils sont fabriqués là, devant nous-mêmes. Cette voiture-là, avec une manche conduite, mais vraiment une voiture à roues, créée par les enfants pour leurs propres besoins. On n'a pas besoin que le parent aille acheter un jouet pour l'enfant. L'enfant crée son jouet, fabrique lui-même son jouet, parce que la nature le lui permet. Il n'a pas besoin d'attendre le Père Noël. Donc il a l'utilité ludique. Et puis, bon, écoutez, il fait économiser de l'argent aux parents, qui n'a pas besoin d'attendre Noël pour acheter un cadeau. Donc, et ça souligne l'ingéniosité au quotidien de ces enfants-là. Donc vous imaginez, le jour où nos systèmes académiques vont mettre les moyens, le cadre, pour pouvoir permettre à tout ce génie de mieux éclore, nous irons encore 2 fois plus vite. Voilà. Assim est en train d'évoquer une question de volonté politique aussi. Mais je voulais rebondir là-dessus. Au début de l'émission, d'ailleurs, vous avez mis l'accent sur l'aspect politique dans mes œuvres. Effectivement, c'est une question de volonté politique et il faut que nos dirigeants comprennent qu'il y a leurs compatriotes qui font aujourd'hui le bonheur des pays occidentaux et que le moment est venu pour qu'ils retournent en Afrique, pour qu'ils puissent faire bénéficier leur savoir aux pays africains. Et il n'y a que comme ça que nous pouvons nous en sortir. Il faut qu'il y ait une connexion entre l'extérieur et l'intérieur pour la solidité de nos pays, pour notre sérieux et puis pour le développement du continent africain.
C'est une question de volonté politique. Et il faut que nos dirigeants ne nous prennent plus pour des adversaires ou pour des ennemis, mais plutôt pour des partenaires fiables pour le développement de notre économie. Mais est-ce que vous ne regrettez pas finalement, quelquefois, Assimi, que nos dirigeants, quand ils sont installés, c'est plus pour eux, leur famille, que pour le peuple qui aspire à se développer et à arriver à un niveau. C'est vrai que nous devons chacun se développer à son rythme, mais il y a un postulat que chaque continent devrait avoir pour espérer cette assise-là. Il faut dire que tout simplement, c'est qu'avec la violence de la colonisation, le peuple aspirait à un mieux-être après l'indépendance. C'est-à-dire que le blanc parti, le colon parti, nous recouvrons la souveraineté sur la terre de nos ancêtres et nous voulons de la prospérité. Donc, c'est normal aussi, d'où l'impatience aussi des peuples, qui est réelle. Hein. Donc, tout le monde n'est pas Thomas Sankara, tout le monde n'est pas, comme on dit, Nkrumah. Donc, même ces personnes ont été mal compris, malgré toute l'énergie, le talent qu'ils ont mis à... Oui, mais c'est parce qu'après le blanc, c'est plutôt une bourgeoisie locale africaine qui s'est installée autour des pouvoirs. Hein. Oui, mais ce que où il y a une minorité qui a vu clair et les autres ont vu flou, comme on dit. Les colons ont changé de couleur. Oui, voilà. Mais en même temps, ces dirigeants-là, ils ne sortent pas du néant. C'est une part de nous-mêmes, c'est une part de nos familles. On connaît le tonton tel, etc. Parce que, vous savez, chez nous, on redistribue naturellement parce que nous sommes des communautés sociales. Donc même celui qui pille les deniers publics, il pense aux voisins, aux cousins, à l'ami, aux collègues. À la deuxième femme, à la quatrième femme, au frère de la femme, etc. C'est une réalité sociologique dont on ne prend pas compte. Oui, mais est-ce que c'est plus constructif ou bien laisser quelqu'un, faire comme quand même le Chinois qui apprend à pêcher à chacun, plutôt qu'un pille pour redistribuer pour quelque chose qui ne sera pas à la langue constructive. Oui, mais il y a une chose. Redistribuer pour la consommation ou pour la construction. Il y a une chose qui est réelle, c'est que quand la personne vole, pille les deniers publics, il redistribue autour de lui. C'est jamais dans le cas d'une accumulation de capital, comme les Asiatiques, les Occidentaux, etc. Nous, on fait l'accumulation du capital social. C'est-à-dire on investit chez le neveu, le nièce, le cousin, tout ça, en disant que monsieur demain sera enseignant, chercheur, je ne sais pas quoi, ou homme d'affaires. Lui aussi, il va contribuer à, comme on dit, à faire le retour d'ascenseur. Voilà. Donc, je pense que le paradigme n'est pas le même. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects sociologiques pour pouvoir ensuite travailler en conséquence dans le monde réel, le monde économique, dans le monde capitaliste, qui nous était imposé. Nous ne fonctionnons pas selon ces règles-là, mais ce monde s'est imposé à nous. Donc il faut trouver un juste milieu pour que les dirigeants ne puissent plus, comme on dit, détourner, même si c'est pour le social qui détourne globalement. Bon, même si l'Occident les a beaucoup diabolisés, ils ont une maison par-ci, un domaine en Suisse, etc. Bon. Quand vous regardez par rapport à la richesse accumulée qu'ils ont détournée, c'est rien par rapport à ce qu'ils distribuent socialement. Et vous vous rappelez, Mobutu, on nous a parlé de ces comptes faramineux. qui s'avèrent faux. Moussa Traoré aussi au Mali. Il n'y a pas eu de milliard finalement, aucun milliard retrouvé dans aucun compte finalement. Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils ne prenaient pas, mais ils réinjectaient dans le social. Mais est-ce que finalement c'est le modèle viable ou bien vous avez un exemple, une proposition de modèle qui pourra être plus efficace que ça et qui construira l'Afrique? Moi, je pense qu'il faudra commencer par faire de l'abus de biens publics un crime d'État, d'une part. Ça permettra à l'État au moins de construire, de désenclaver nos pays, premièrement. Et je pense aussi qu'il faut que nos dirigeants permettent un patronat africain. Ça permettra au gouvernement d'avoir, par rapport à la fiscalité, de quoi bâtir des programmes sociaux. Et je pense aussi qu'il faut que nos populations ne comptent pas seulement sur l'État, les États. Ils peuvent eux-mêmes aussi, à leur niveau, essayer de contribuer par rapport à des entreprises, à l'environnement local, pour que la somme de tout cela fasse que l'État puisse marcher. Parce que dans nos pays d'Afrique, par exemple, il est aberrant qu'on importe
des produits agricoles, alors que l'Afrique centrale, par exemple, le Congo peut nourrir une grosse partie de l'Afrique et fournir l'électricité partout. Mais nous dépendons encore des technologies ou des produits venant de l'extérieur. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas non plus de politique d'encouragement de la part de nos États agricoles qui peuvent encourager tout le monde à pouvoir œuvrer pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire a été un slogan depuis 2000 où on voit le président de notre pays, une aubergine à la main. Apparemment, l'aubergine est restée coincée dans sa main depuis cette époque-là. L'autosuffisance, c'était dans les années 80, 84. Jusqu'à présent, on n'a pas atteint cet objectif-là. Assimi, le dernier mot vous revient pour qu'on finisse. Tout simplement parce que je pense qu'on est très fort en slogan et en théorie, alors que nos aïeux, c'était des gens, comme on dit, du concret. Donc, ils observaient la nature autour d'eux, l'environnement, et s'adaptaient, et prenaient des solutions, comme on dit, adéquates. Et malheureusement, nous avons hérité avec justement cette cohabitation avec le monde occidental, hein, tout ce qui vient de l'extérieur. Écoutez, on a appris à jouer sur deux tableaux, à ne plus réfléchir par nous-mêmes, à réfléchir sur les paradigmes des autres. Il faut d'abord qu'on se connaisse nous-mêmes. On se connaît plus ou moins. Mais il faut qu'on puisse tracer le chemin par lequel on est parti pour mieux y revenir. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous avions deux historiens, l'un de la plume, l'autre de la caméra, qui nous disent, qui demandent aux Africains d'être vraiment comme des médecins. Théorie, pratique, pour avancer. Merci, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube de Télésud, Global Africa Télésud, pour ne rien rater de nos émissions. Et merci à nos deux invités. On se retrouve très vite.